projet le plus improbable dans l'inventaire d'Alcode, c'est un projet colombien. C'est un projet qui se trouve dans le sud du Meta. Donc le Meta, c'est la porte d'entrée sur le biome Amazon. Et c'est une zone qui était une zone de grand conflit. C'est là où il y avait le siège des FARC, c'était un paradis narco, il y avait pas mal de mines illégales, c'était un peu un no man's land. Donc je vais sur le terrain, contre tout le conseil de sécurité et d'autres, et je parcours différentes municipalités. Aujourd'hui, c'est la zone où vous avez le moins de violence et où vous avez le taux de déforestation le plus faible de toute la région du Meta. Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders sans frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Bonne écoute! Bonjour Alexis, bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Paul, merci beaucoup pour l'invitation et ravi de faire ta connaissance. Je suis ravi de venir tourner cet épisode ici à Bogota. Pour commencer cet épisode, je vais vous laisser vous présenter, m'expliquer d'où vous venez, vos origines, résumer rapidement votre parcours et vos fonctions actuelles. Mon nom est Alexis Leroy, je suis parisien, repenti, et j'étais à Paris jusqu'en 1999, je suis né en 1975, donc ça fait un bail. J'ai commencé ma carrière en tant qu'entrepreneur très rapidement, puisque j'ai fait un passage furtif à Assas où j'étais pas très consciencieux, et très rapidement, j'ai eu l'occasion de travailler dans un cabinet de courtage pour des matières premières. Qui était centré sur l'Afrique, et c'est quelque chose qui tout de suite m'a passionné. J'avais 19 ans à l'époque, et très rapidement, les TD du soir m'ont paru beaucoup moins amusants que la réalité du travail. Alors à l'époque, il y avait Telex papier qui nous donnait les informations des cours de la bourse, on confirmait les choses par des Telex. Donc le Telex, c'est l'ancêtre du fax. Le fax, c'est une sorte de photocopie qui fonctionnait par téléphone, pour ceux qui ne savent. Ouais. Et j'ai trouvé ça passionnant. Donc très vite, j'ai laissé tomber mes études, et rapidement, avec toute l'arrogance qu'on peut avoir quand on a 19 ans, je me suis dit que j'ai été exploité par, par mon patron qui ne me laissait que 10 de commission sur les ventes, hormis le salaire qu'il me payait très généreusement. Mais bon, on apprend, hein. Ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que de temps en temps, on est trop gâté, et j'ai décidé de monter ma première boîte. Et j'ai appris, alors c'est une boîte qui a duré 6 mois à peu près. Qui était dans quoi? Quel secteur? C'est exactement la même chose. Je faisais du courtage de matières premières, mais j'imaginais candidement que c'était mon charisme et mon intelligence supérieure qui faisait que les gens allaient me suivre. Et j'avais pas du tout compris que, de temps en temps, les clients suivent une boîte, une institution, une marque qui laisse une assise. Bon, ça, on apprend quand on fait des études, mais comme j'ai décidé de court-circuiter le process, j'ai appris sur le terrain, et donc ça a été une de mes premières grandes leçons. Donc, à partir de là, une fois qu'on a été entrepreneur, c'est très difficile de revenir à l'état de salarié. Il y a eu 1 ou 2 tentatives ratées, et j'ai été rappelé par la Maison France pour faire mon service militaire. Donc je fais partie des derniers contingents d'appelés. J'ai fait mon service au 2e régiment de hussards à Sourdin, qui était dans l'armée blindée cavalerie. Donc c'est un régiment qui sert d'avant-garde. À l'époque, ils avaient 1 déploiement au Tchad, 2 déploiements en Yougoslavie. Bon, évidemment, en tant qu'appelé, on n'est pas confronté à ça, mais il y a quand même une ambiance. J'ai trouvé ça très intéressant, et en sortant de là, j'ai été en Espagne. J'ai eu l'opportunité d'aller en Espagne. Je ne connaissais pas l'Espagne. J'ai trouvé l'Espagne extraordinaire. Donc là, on est en 99. C'est-à-dire que Schengen a donné ses fruits, l'Union européenne est une réalité, on commence à ouvrir les portes. Pour la première fois, il y a la Roumanie qui se joint à nous avec d'autres pays. Donc il y a un flux absolument incroyable. Et puis à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune, donc beaucoup plus centré sur le présent et le bon vivre.
et l'Espagne, était encore en pesette. Moi, j'étais en francs. Vous savez exactement à quoi je me réfère. Donc une qualité de vie formidable et je décide de rester un temps en Espagne. Alors que l'idée initiale, c'était de partir en Amérique et en Espagne, j'ai l'opportunité de travailler comme conseil pour le groupe Accor, puisque j'avais de très bons contacts avec, certains membres du groupe Accor qui m'avaient proposé de m'embaucher, sur le bureau de Madrid et comme j'avais déjà la piqûre de l'entrepreneuriat, j'ai dit: «Plus que de travailler pour vous, laissez-moi vous faire une proposition et si vous trouvez la proposition, à la hauteur, dans ce cas-là, faites-moi un contrat de conseil». Et donc je me retrouve avec un contrat de conseil à durée indéterminée, chose exceptionnelle et en charge d'appuyer le plan de développement de, tout le pôle loisirs du groupe Accor sur la péninsule ibérique. Avec l'idée de monter un fonds d'investissement, différents partenariats avec des réceptifs, des constructeurs immobiliers et encore une fois, ça c'est dans les années 2000, donc l'Espagne est en plein boom. À l'époque, l'Express, Le Point titre: «Le miracle espagnol». Et c'est des années formidables et comme je suis dédié au pôle loisirs, je décide de m'installer à Marbella parce que je pense que le loisir, ça doit être fait sur place et pas depuis Madrid. Donc je passe des années assez sympathiques et puis là encore, on apprend encore une grande leçon, c'est que même si on pense qu'on n'a pas de patron, finalement, le client, quand on n'en a qu'un ou quand on n'en a que 2, puisqu'ensuite j'ai également été, embauché, enfin, comme conseil par Pierre et Vacances, donc j'étais en contact direct avec, Pélisson que j'ai eu le plaisir de rencontrer. Chez Accor, j'avais eu, le plaisir de rencontrer, étant bien aussi un des cofondateurs, donc c'est très bien, mais on reste quand même, hem, à la merci ou pas à la merci, mais, redevable et on doit répondre à. Et les projets n'aboutissaient pas puisque bon, Accor est une très, très grande maison, mais c'est une maison très politique. Donc il y avait, le côté Pélisson, le côté Dubrul, qui étaient les 2 fondateurs avec des fractions. La Caisse des dépôts venait de rentrer également dans Accor, donc là encore, autre fraction et généralement les dossiers que je proposais qui, logiquement, devaient être ratifiés par Madrid et par Paris ne passaient pas. Donc au bout de 3 4 ans de faire des dossiers qui ne passent pas, je me suis dit: «À mon âge, j'ai pas envie d'être payé pour être payé, je veux faire quelque chose, je veux laisser un légat» et je crois que la fibre de l'entrepreneur, c'est ça. C'est, pas simplement remplir un quota horaire ou pas simplement cocher des cases, mais aller plus loin et créer quelque chose qui, laisse une marque. C'est peut-être très égocentrique finalement d'être entrepreneur, mais il y a de ça, et c'est une réflexion. Donc je décide de dénoncer mon contrat avec, Accor et avec Pierre et Vacances. Je crois que je suis le seul conseil qu'ils aient jamais eu qui leur ait dit: «J'en veux plus» et avec, un ami qui m'accompagnait, on se met en tête de monter une société de gestion d'appart-hôtels et OK. en se disant: «Bah, ma foi, on connaît tous les réceptifs, on connaît les terrains, on connaît les municipalités, on connaît les constructeurs, les promoteurs». À l'époque, le boom immobilier espagnol était vraiment, au pic de ce qui pouvait être fait et l'idée, c'était de monter un concept où on transformait des résidences, de résidences secondaires, enfin des complexes de résidences secondaires en appart-hôtel avec des réceptions, certaines facilités comme des spas ou autres et on les gérait comme des suites. Bon Mmh. et ça permettait aux promoteurs immobiliers de vendre en ayant un argument de vente et un élément différenciateur. Nous, ça nous permettait d'avoir un inventaire de nuitées sans avoir à investir dans de la brique. On avait juste à investir sur les équipements et l'installation et on lance le projet Casamia avec un K très inspiré de ce qui était W Hotel, un peu de Pierre et Vacances bien sûr, mais bon, on les avait bien servis et on se lance là-dedans. Heu et on arrive à signer 5 résidences à l'époque, donc une résidence à Alicante, Marbella, on en a vu une à Sesimbra au Portugal, Marrakech, Madrid également et arrive 2008. Donc 2008 sonne le glas de l'immobilier, surtout en Espagne et en 2008, on devait ouvrir notre première résidence en juillet 2008. On avait déjà, je crois que 75 familles, ce qui nous donnait un taux d'occupation de 65. Enfin, la vie était belle.
le 1er juillet, 2008 et le soir du, 1er juillet 2008, c'était la fin du monde. Donc on se rend compte que le promoteur ne va pas nous livrer la licence de première occupation, qu'on ne va pas avoir les clés, qu'on ne va pas pouvoir connecter l'électricité, qu'on ne peut pas avoir de l'eau et qu'on va rester en état théorique de chantier. Et donc Casamia doit reloger 72 familles, à Marbella, en été et bien évidemment après ça on fait faillite, hein. Donc je me retrouve en septembre de 2008 un peu penaud et là-dessus, j'ai, un ami qui travaillait avec, heu, une us une usine de ciment, que j'avais connecté avec un autre ami qui faisait de la photovoltaïque, parce que j'ai toujours été très sensible, heu, à ce qui était le développement durable. Je trouve que l'énergie solaire, c'est absolument dingue. Je veux dire, il y a 40 ans, c'était une calculatrice Casio. Aujourd'hui, c'est un avion qui fait le tour du monde tout seul, c'est juste fou et puis on n'a pas encore touché, le pouvoir absolu de Mmh. ça. Donc j'ai toujours été très curieux. Je crois que c'est ce complexe de l'autodidacte. Et il était sorti en Europe une normative avec les crédits carbone. Donc lui avait remonté une nouvelle usine de ciment en utilisant la photovoltaïque de mon autre ami, et ça c'était, de très longs déjeuners, très arrosés où on imaginait des choses, on s'était tous improvisés ingénieurs, alors que pas du tout. Mais finalement, le projet a vu le jour d'une certaine façon et il vient me reproposer de commercialiser ces crédits carbone. Donc ce sont des quotas qui étaient, rentrés en vigueur à partir de 2005 pour caper les émissions de CO2, des industriels européens. Bon, aujourd'hui, ça touche même le transport et puis c'est quelque chose d'assez, incroyable. Et bon, j'ai aucune idée de ce que c'est qu'un crédit carbone, lui non plus d'ailleurs, mais il me dit: «J'ai ça, vends-le et puis, je te paie une commission». Voilà. Donc je m'enferme chez moi, pour essayer de comprendre de quoi il s'agit, quoi. Mais après quelques mois, donc je lis, l'accord de Kyoto qui est très bancal finalement. Je lis, la normative européenne qui était donc sortie, qui met 2005 et 2008 et 2012 et cetera. J'essaye de me documenter sur ce qu'on peut trouver et surtout je lis, un rapport qui était c'est la première administration Obama et donc il y a un rapport qui est fait par la RSA aux États-Unis où chaque nouvelle administration a un rapport qui regarde à 5, 10 ou 15 ans la projection du monde. Donc, en fait, ils prennent beaucoup d'ingrédients et puis ils font des salades. Donc il y a le côté, démographie, il y a le côté, ressources naturelles, il y a tout un certain nombre de simulations qui sont faites et celui-là avait capté l'attention du public parce que c'est la première fois qu'il y avait un document fait aux États-Unis, dans laquelle les États-Unis reconnaissaient qu'à 10 ans, ils perdaient l'hégémonie du monde. Formidable quand même, venant de nos amis américains, qui ne sont pas modestes. Donc je lis ça pour essayer de me sortir de ces lectures, techniques ou compliquées et très abstraites et il y a un passage qui vraiment a retenu mon attention, qui est, le climat en tant que, risque. Donc il parle pour la première fois d'immigration climatique, il parle pour la première fois de sécheresse, d'inflation, tout ce qu'on vit aujourd'hui finalement et la conclusion de cette section, de ce rapport est que, de certaine manière, le CO2 qui est la composante principale, universelle, sur laquelle on peut se convertir, doit être chiffré, qu'il faut qu'on mette un prix. Et là, tout d'un coup, c'est eureka, donc tout s'aligne, je comprends et j'appelle mon pote et je dis: «Écoute, tu as le futur entre les mains. Ton ciment, ça sert à rien, mais ça, c'est tout». Bon et en plus, l'histoire du cap and trade avec un réinvestissement pour, pouvoir, financer tout ce qui est recherche et développement et en Europe, c'est frappant. En Europe, on n'a rien en Europe. On a utilisé toutes nos forêts, on a cramé tous les minéraux, on a plus beaucoup de matières premières et nonobstant, on a une des industries les plus performantes du monde. Pourquoi? Parce que depuis 2005,
On est avec une carotte et un bâton qui nous a appris à mesurer, à être plus efficace et même à chercher dans la chaîne de valeur comment est-ce qu'on peut réduire non seulement les coûts, mais les impacts. Et Mmh. ça, c'est l'effet du système de quotas européen. Enfin, c'est mon opinion. Et donc, je commercialise ces crédits carbone. Bah, à l'époque, ça valait 25 € à peu près, hein. Aujourd'hui, ça en vaut 70. En moyenne, c'est monté jusqu'à 100 € par tonne de CO2 équivalent. Et je reçois une commission qui est plus un plan de sauvetage qu'une commission. Donc à partir de là, je crée Olcott, mmh, en 2009 et c'est comme ça que j'ai commencé, ce qui m'amène aujourd'hui, heu et ce qui régit ma vie professionnelle aujourd'hui. Donc c'est tout un parcours d'erreurs, d'apprentissage, voilà, et en la faisant courte, qui m'a mené à cela. OK. Oui, donc là, c'est les prémices d'Alcott. Heu, on va en discuter, tout au long de cet épisode. Donc, cette fameuse transition net zéro que vous appelez chez Alcott, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est, ce fameux net zéro? Pour donner un peu de contexte quand même, Oui. donc on parle beaucoup de net zéro, on a, chez les dans les entreprises, beaucoup suivent le Science Based Target Initiative. Vous avez également de Carbon Disclosure Programme, donc il y a tout un certain nombre de labels de programmes. Vous avez les accords de Paris, hein, qui ont célébré 10 ans maintenant et qui sont en fait le spin-off de Kyoto, heu et qui est un accord brillant d'ailleurs, et pour donner un peu dans le contexte. Donc dans les années 70, on se rend compte que si on continue à, développer le enfin, si on continue notre développement tel qu'on était en train de le faire à l'époque, il y a un moment où ça ne marcherait pas. Et il y a une lecture que j'ai pas mentionnée avant, mais qui pour moi a été vraiment aussi un moment clé, dans mon apprentissage. C'était, The Limit of Growth, donc en gros, une croissance infinie dans un monde fini, et ça a été publié par MIT, qui déjà expliquait que bon, si on ne change pas le modus operandi, il y a un moment où on va être en surchauffe. Ces conversations continuent jusqu'au sommet de Rio. Le sommet de Rio donne jour, aux accords de Kyoto. Les accords de Kyoto, c'est quoi? C'est en 97 un contrat entre, 30 et quelques pays dits développés qui se disent: «Mea culpa, on va faire le maximum pour réduire notre empreinte carbone et avoir un impact moins négatif et peut-être même positif». Et vous avez 130 pays qui signent en disant: «Amen», et qui sont les pays de, l'annexe 1 de Kyoto. Et donc les pays qui ne sont pas dans l'annexe 1 et qui sont signataires ont le droit d'acheter des quotas, des crédits carbone, donc des quotas de contamination, chaque crédit carbone étant équivalent à une tonne de CO2. Donc c'est une bonne tente. Ça donne, naissance également à, la commission de changement climatique des Nations unies, et on voit des projets qui commencent à se mettre en place. Et par exemple, vous voyez plein de projets en Amérique latine, notamment au Brésil, où vous avez des boîtes comme Eolia, comme Engie, qui ont beaucoup compté sur ces crédits carbone pour financer un peu du capex sur des déchetteries qui, exploite, à bon escient, hein, le méthane pour générer de l'électricité, ou tout ce qui est parti de turbines électriques, parcs éoliens, et cetera, et cetera, et cetera. Donc ça a quand même pas mal marché jusqu'au moment où bon, il y a tous les scandales qu'on connaît en Europe avec la TVA. Il y a également, 2008 qui a été une onde de choc terrible dans le monde, et qui a forcé beaucoup d'industriels à revenir sur leurs engagements de décarbonisation. Et c'est assez fréquent finalement, et on l'a vu également pendant le covid, c'est-à-dire que la thématique climat est toujours une des premières sacrifiées sur l'autel de, la rentabilité immédiate. Et c'est un mauvais calcul parce qu'aujourd'hui, décarboniser nous coûte beaucoup plus cher que ce que ça aurait pu nous coûter il y a 50 ans, et ça va continuer comme ça. Et dans des efforts collectifs, on arrive aux fameux accords de Paris. Les accords de Paris, c'est un accord sur lequel vous avez 194 pays qui se disent: «Nous allons, à la hauteur de nos moyens, réduire nos émissions de CO2, et au-delà, nous allons travailler sur une modalité
qui est une modalité plus équitative. C'est-à-dire qu'on va prendre en considération l'éducation, l'eau comme un patrimoine, évidemment l'équité des genres, et c'est ce qui vous donne vos 17 objectifs de développement durable qui, en fait, sont des marqueurs, quoi, et des directionnels. Hem Donc à partir de là, il y a un engagement qui va au-delà, qui est de dire si on veut obtenir, une hausse de température non supérieure à 1,5 °C, il faut qu'on arrive à zéro émission et c'est ce dont on parle quand on dit net zéro. Donc c'est un effort qui est très politisé, hein, c'est-à-dire que tous les politiques aujourd'hui vous parlent de ça. C'est un effort qui est largement soutenu par les industriels et ce qui est intéressant à l'heure du média numérique absolu, c'est que maintenant le consommateur a également un poids. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous pouviez avoir des rapports, un peu légers, de grands industriels ou de grandes sociétés cotées, heu, qui vous disaient: «On va faire, mais on va faire un peu». Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a beaucoup plus de pression parce qu'il y a accès à l'information et ça, c'est formidable. Il y a encore un autre facteur dont on parle pas beaucoup, mais c'est chacun d'entre nous, puisqu'on est tous boulimiques de consommation, on consomme tous du plastique, même dans nos vêtements, donc il y a quand même heu, même s'il y a une conscience net zéro de la part des entreprises, mais beaucoup le font pour des raisons qui ne sont pas forcément les bonnes, mais finalement, c'est pas grave. Je pense qu'il y a aussi une nécessité d'un collectif qui est aussi bien citoyen que du secteur public pour arriver à ça. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Donc voilà la réponse pour net zéro. OK. Et est-ce que vous pouvez m'expliquer les activités d'Alcott aujourd'hui par rapport à toute cette démarche de transition net zéro et notamment, les piliers fondateurs de l'entreprise qui sont, arrivés à créer une dynamique en associant économie, impact sociétal et impact environnemental? Est-ce que vous pouvez m'expliquer vos activités? Ouais, bien sûr. Alors pour ça, je vais revenir encore un peu sur le parce qu'il y a une genèse à tout ça. Exactement. Donc, Olcott en 2009, comme on dit en anglais, «The engine is running but nobody's driving». C'est-à-dire que j'ai plus ou moins compris ce que c'était qu'un crédit carbone. Maintenant, on ne contrôle pas les marchés, et au début, je pensais qu'Olcott allait être une société de trading en réalité. D'accord. Hem Parce que j'avais eu cette expérience de courtage et je trouvais ça passionnant et puis bon et et heu et donc l'onde de choc de 2008, elle arrive en 2009, hein, sur les crédits carbone, sur l'industrie carbone forcément. Et là je me dis: «Nom de Dieu», donc les marchés s'effondrent complètement, les liquidités pareil, et ça devient un marché très, très difficile et tout d'un coup j'ai une angoisse terrible. Je sors d'une première débâcle, il y a un an à peine ou un peu plus, je vais rentrer sur une deuxième débâcle, pas possible. Donc, heu, finalement, la réaction, c'est de dire: «Bon, oublions le marché du trading, je vais me mettre sur le marché de la création de crédit carbone», puisque grâce au protocole de Kyoto, il y a des mécanismes qui me permettent de faire ça. Donc j'ai une première expérience, sur un projet à Odessa, dans le port d'Odessa, en récupérant du biogaz pour générer de l'électricité. Et ça, c'est un mécanisme qui s'appelait, Joint Implementation. Donc c'est l'ancêtre de l'article 6.2. Donc sans vouloir être trop technique, c'est une des pierres angulaires de l'accord de Paris d'aujourd'hui, comme quoi tout est lié et ça se passe pas mal. J'essaye de faire un deuxième projet, je vais dans le Donbass pour rencontrer des industriels de Donetsk, ça se passe très, très mal et penaud, je retourne à Marbella parce que je vivais toujours à Marbella et là, j'ai, une amie de la famille qui est une des, grosses actionnaires des sucreries de, Cali, qui s'appelle Ingenio Providencia et elle m'invite à venir avec elle pour voir ce que c'était qu'un projet, de mécanisme de CDM que j'avais jamais vu et donc je pars, alors donc ça nous amène à 2011, hein. En 2011, je pars à Cali, la mort dans l'âme, parce que pour moi, la Colombie, c'était, les cartels. En plus, Cali, c'était très caricatural, hein, comme endroit et je pars là-bas une semaine, en théorie et donc j'arrive, je vais visiter, l'usine, la sucrière
Et là, ça a été pour moi dans le code, finalement, il y a quelques moments décisifs. Donc, heu, le premier moment décisif, c'est, mon ami Decentium qui me permet de vendre ses crédits carbone. L'épiphanie de, la combinaison entre, le rapport, de la NSA, qui expliquait, qu'il fallait mettre une valeur sur le carbone et enfin ce voyage en Colombie. Parce que quand j'arrive en Colombie, donc je me rends compte que ça avait rien à voir avec ce que j'imaginais et puis vous avez un peu, bourlingué j'imagine en Colombie, c'est très différent de ce qu'on peut nous expliquer sur Netflix. Heu et et donc mon ami, connaît ses employés. Ils ont un centre éducatif, ils ont un centre sportif, ils ont un centre médical. Ils produisent 24 mégawatts d'électricité en utilisant le bagasse. Heu ils font, du sucre accessoirement et puis tout ce qui est dérivé au sucre. Ils ont un board où il y avait quelques femmes présentes, ce qui, à l'époque, en Colombie, est pas évident. Il y a une parité de paiement des salaires entre l'homme et la femme, en tout cas sur les niveaux, ce qui était même en France, c'est pas toujours évident et là-dessus, c'était une règle. Une partie de l'électricité est redistribuée à la communauté pour, soutenir les zones les plus défavorisées. Donc c'est vraiment quelque chose où, j'ai dit je c'est ça me paraissait fou parce que c'était un projet industriel, donc avec une finalité économique mais qui, avait une très forte culture puisque tous les gens de l'Ingeniero Providencia étaient fiers d'appartenir, connaissaient l'histoire de l'Ingeniero, mais également de la région Mmh. et donc il y avait vraiment une culture qui crée une union sacrée entre, les différents membres, que ce soit, la plus basse échelle des employés jusqu'au la direction ou les propriétaires, ce qui était le cas de mon ami et heu et je me suis dit: «Voilà ce que je veux faire». Et à partir de là, mon objectif était d'arriver à ce que Allcode devienne le développeur de projet grâce à l'instrument carbone, qui soit le plus grand, promoteur d'impact. Donc la conclusion assez rapide, c'était de dire finalement ces crédits carbone, est-ce que c'est une denrée ou est-ce que c'est un instrument financier? Évidemment pour moi, c'est un instrument financier et c'est sans doute l'instrument financier le plus disruptif qu'on a eu depuis, des centaines d'années et en tout cas, c'est ce qui peut rectifier les erreurs de concept de la révolution industrielle, puisqu'ils nous permettent d'inclure un prix qui soit un prix d'inclusion sociale et un prix d'inclusion sur les services des écosystèmes qui, pendant trop longtemps, ont été considérés comme gratuits et acquis. C'est aussi une possibilité pour les pays du Sud, puisque les crédits carbone, c'est pas grâce au parc de Versailles qu'on va les sortir. C'est, différentes forêts tropicales menacées, c'est des reboisements dans des zones qui ont été déforestées pour 1000 raisons que ce soit. C'est la distribution de foyers améliorés pour, aider, que ce soit en Inde ou que ce soit, dans différents pays d'Afrique. C'est des reboisements de mangroves. Donc c'est également la possibilité pour ces pays du Sud d'avoir un instrument financier qui ne génère pas de dette, qui permette de refinancer non seulement ces écosystèmes, mais de la technologie et dans un cadre idéal de la technologie qui soit développée localement. C'est-à-dire qu'elle sera adaptée, on n'a pas besoin d'adapter ce qui vient, à d'autres. J'ai pas mal d'exemples là-dessus, sans générer de la dette et c'est ce qui permet également aux pays du G20 qui ont quand même 80 de la dette CO2 dans le cadre des accords de Paris, de pouvoir compenser cette dette à un moindre coût. Parce qu'acheter un crédit carbone, par exemple, même à 50 $, ce qui est très cher dans le marché d'aujourd'hui, pour un pays, d'Europe où normalement un abattement structurel nous coûterait 150 $ minimum, ça dépend d'où on se trouve, ça reste, quelque chose de très avantageux pour les uns et pour les autres et ça permet petit à petit d'investir effectivement dans des choses structurelles et des choses qui sont, plus permanentes, mais c'est une modalité transitoire formidable. Est-ce que vous pouvez me parler d'Alcott aujourd'hui, des projets que vous menez et peut-être prendre un exemple d'un projet phare qui a eu un impact sur les communautés locales? C'est difficile de choisir entre ses enfants. Parce qu'aujourd'hui, Alcott, vous avez des projets en Amérique du Sud, en Afrique Ouais. principalement. Alors Olcott, donc Olcott naît en Suisse, mmh
et ça, c'est marketing pur, hein, parce que c'est un à l'époque, je me suis dit: «Bon, comment est-ce qu'on va faire ça?» Donc d'abord en Europe, c'était pas optimum puisque, il y avait pas mal de problèmes structurels et la Suisse était vraiment isolée là-dessus et en plus je me disais: «Bon, la Suisse, c'est quand même quelque chose qui a une marque de garantie de sérieux. Me demandez pas pourquoi». Bon. Et ensuite ça a été aussi renforcé puisqu'on travaille beaucoup alors depuis 2011, on travaille en Amérique latine en commençant par la Colombie. Aujourd'hui, on est présent au Mexique, on est présent en Argentine, on a également des projets au Pérou, au Panama, en République dominicaine. En Afrique, on a commencé au Sénégal, on a des projets en Guinée, jusqu'à la Côte d'Ivoire. Et sont des projets très différents. Donc il y a soit des projets de ce qu'on appelle des solutions basées sur la technologie, donc comment capter du méthane de certaines déchetteries, l'utiliser pour que ce soit converti en énergie, comment récupérer des déchets organiques, transformer ça en compost. Ensuite, il y a toute la partie d'énergie renouvelable, mais là-dessus, on sert que de faire valoir pour générer les crédits. On n'est pas du tout, opérateur ni constructeur. Et ensuite, il y a la partie de solutions basées sur la nature. Donc ça, c'est quelque chose qui a commencé, chez nous en 2017. Donc c'est arrivé bien plus tard, puisque notre projet, c'était en 2010 avec, l'affaire ukrainienne et là-dessus, ça a été extraordinaire comme leçon parce que, autant le premier type de projet, c'est de la technologie. Il y a pas beaucoup d'engagement avec les communautés, encore qu'avec le temps, on a appris qu'il faut qu'il y ait des engagements avec la communauté, heu, même sur des parcs solaires, éoliens et autres, et on est très actif là-dessus et les solutions basées sur la nature qui sont soit du reboisement, de la conservation, des pratiques agricoles améliorées, c'est les communautés, hein, finalement qui portent. Donc le projet le plus improbable, dans l'inventaire d'Alcode, c'est un projet colombien. C'est un projet qui se trouve dans le sud du Meta. Donc le Meta, c'est, la porte d'entrée sur le biome, Amazon. Et c'est une zone qui était une zone de grand conflit. C'est là où il y avait, le siège des FARC, c'était un paradis narco, il y avait pas mal de mines illégales, enfin, c'était un peu un no man's land. Bon. Et quand j'ai décidé en 2017 de rentrer dans des projets de solutions basées sur la nature, donc il y a un premier qui est au Sénégal, c'est un reboisement de mangrove et en 2018, je rencontre, mon épouse et je me dis: «Il faut que je trouve quelque chose d'épatant en Colombie», puisqu'elle est colombienne et donc je trouve ce projet qui était le projet improbable et impossible. C'est un projet qui avait commencé à regarder, USAID, qui est l'agence de soutien des États-Unis, voilà. Donc même eux avaient laissé tomber et je me suis dit: «Forcément, celui-là, il est pour moi». Donc je vais sur le terrain, contre toute, conseil de sécurité et d'autres et je parcours, différentes municipalités. Donc Puerto Lleras, Puerto Rico, Puerto Concordia, Vista Hermosa, Uribe et Uribe était vraiment la capitale des FARC à l'époque et Mesetas et en revenant, je me dis: «C'est ce projet-là». Pourquoi? Parce que je vais essayer de démontrer qu'en faisant un projet bien structuré de conservation, hem et en faisant en sorte que les différents participants, donc aujourd'hui, on a 950 familles qui participent, à ce projet. On a réussi à le monter sur 4 municipalités. 950 familles, ça fait à peu près 5 000 âmes qui travaillent avec nous. On couvre 42 000 hectares et c'est la zone d'influence du projet qui s'appelle le Sur del Meta. Aujourd'hui, c'est la zone où vous avez le moins de violence et où vous avez, le taux de déforestation le plus faible de toute la région du Meta. Donc ça prouve que la théorie, du changement, fonctionne. Alors le projet ne vit pas que de crédits carbone. Les crédits carbone servent à mobiliser des fonds pour les communautés. Chaque municipalité a une structure et ça leur permet d'avoir des activités productives communautaires et à partir de là, de financer d'autres choses. Mais surtout, ce que ça nous a permis de faire, c'est de créer une gouvernance qui nous permet d'aller voir différents acteurs de marché ou des agences bilatérales pour pouvoir monter d'autres projets par-dessus. Et en fait,
l'enjeu de ce type de projet, c'est ça. Mmh. Donc ça, c'est vraiment le projet le plus emblématique qu'on ait d'un point de vue social. Ensuite, le projet qui a le plus gros impact d'un point de vue, biodiversité, c'est le premier projet qu'on a démarré en 2017 au Sénégal. On a reboisé 5 500 hectares de mangroves. L'année qui vient, on va en faire 1 500 de plus, donc on va caper à 7 000 hectares. Et là-dessus, c'est reconstituer un écosystème, c'est pas donné à tout le monde, mais donc c'est assez formidable. Comment est-ce que vous assurez la pérennité des projets auprès justement des communautés, des gouvernements, de s'assurer justement que quand vous mettez en place un projet, il va perdurer dans le temps? C'est finalement la chose la plus dure? Oui, oui, parce que oui, quelque part oui, mais et puis je sais p c'est le temps qui nous donnera raison, hein, donc pour le moment, c'est de la théorie puisque c'est des projets qui sont relativement jeunes et c'est des projets dont le cycle de vie est de 40 ans. Mmh. Heu, sur l'accréditation du crédit carbone, j'espère que ça a duré beaucoup plus longtemps que ça évidemment. Heu, donc il y a en revenant sur le concept de base qui est un crédit carbone est un instrument financier. C'est un instrument financier qui s'inscrit aujourd'hui, dans un marché volontaire puisqu'il y a pas encore de régulation qui force, qui que ce soit à acheter des crédits carbone. Heu, en tout cas pas ceux que nous développons dans les cas, dont on discute. Ça, on le fait aussi, mais c'est différent et heu qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'on est dans un pays qui est un pays, hôte, en travaillant avec des communautés qui ont leurs us et coutumes. C'est que travailler avec des communautés du Sur del Meta qui sont des communautés, heu, paysannes versus travailler, on a un autre projet dans la Sierra Nevada et Santa Marta où on travaille avec les Arhuaco, les Wiwa, les Kogi qui sont des communautés indigènes, qui ont toujours été là. C'est une dynamique très différente, non? Donc comment identifier, le tissu social et les systèmes de gouvernance, coutumiers pour rester, dans ce cadre-là? Comment faire en sorte qu'également que ça fonctionne avec les autorités qui sont les autorités locales de l'État? Puisque, les mairies ou, l'équivalent des préfectures, n'aiment pas que vous allez piétiner, sur leurs bandes si elles n'ont pas été invitées ou en tout cas informées et pour assurer l'avenir, comment est-ce qu'on inclut l'académie, non? Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte que les universités participent? Donc la recette Olcott, c'est vraiment de mélanger et de faire en sorte que tout le monde participe, ou en tout cas que tout le monde soit informé. Dans le cadre d'un projet comme celui du Sud del Meta, heu, dans le enregistrement du projet, ce sont les communautés qui sont actionnaires. Olcott est un développeur, mais on n'est pas le propriétaire du projet. Donc les propriétés ont la grande majorité des bénéfices et sont les ayants droit et ça nous assure que, finalement, quand vous êtes propriétaire, vous avez intérêt à bien administrer vos actifs et on rentre dans cette logique-là. Alors ensuite, le deuxième travail, c'est comment créer de la capacité et de l'éducation pour que les communautés soient conscientes de ce qu'est un actif et comment est-ce qu'elles doivent l'administrer et petit à petit créer de la capacité. L'objectif ayant qu'à terme, ce soit eux-mêmes qui administrent le projet et que le code, finalement, on soit presque un actionnaire dormant. Bon. Mais ça, c'est encore dans la théorie, on n'est pas arrivé à cette pratique-là. Dans un autre cadre qui est très différent, comme le cadre de le reboisement au Sénégal, là-dessus, on a eu besoin d'un financeur parce que, planter de la mangrove, c'est assez coûteux. Donc on a, nous, planté au départ les premiers 1 000 hectares. Ensuite, on a été chercher, un un financeur qui nous permet aujourd'hui d'aller jusqu'à 7 000 hectares et ce qu'on a négocié avec ce financeur, c'est que une partie importante des crédits carbone soit, donnée à la communauté. Donc la communauté, là aussi, devient actionnaire, ayant droit et de fait, on a un taux de mortalité qui est inférieur à 10 sur les plantations qui ont maintenant 4 ans parce que la communauté est en train de bien administrer ses actifs. Quels sont les axes de transformation pour les entreprises, face au changement climatique? Aujourd'hui, vous qui voyez, justement l'autre côté de l'écosystème avec justement cette vente, le fait de fournir ces crédits carbone, sur quel axe doivent se baser les entreprises pour se transformer face au changement climatique et pour devenir plus durables?
Nous, on n'est pas très, très B2C. Mmh. C'est très difficile pour nous. C'est B2G que vous faites plus? On fait du G2G, mais dans ce cas-là, on est intermédiaire. Oui, Ce qu'on fait, c'est qu'on est plutôt B2B. Donc, oui. on va avoir un agrégateur qui va nous racheter nos crédits à bas prix et bien revendre à haut prix. Mais bon, on est en train de se bagarrer pour qu'il y ait plus de transparence là-dessus. Et ça, c'est une autre conversation. Donc on a peu de contact avec l'entreprise dans la vente. Mmh. On a beaucoup de contacts dans l'entreprise dans le conseil, puisque Olcott finalement a 2 cœurs de métier. Donc le principal qui est le développement des projets, et le second, qui s'appelle Solutions by Olcott, qui est toute la partie conseil, accompagnement, et dans la partie conseil et accompagnement, on fait beaucoup heu, de cours, enfin capacity building. Hem et là-dessus, c'est très intéressant parce que, bon, ça me rappelle aussi les 1 années de la loi des quotas européens. C'est-à-dire que quand, la loi est sortie, la plupart des industriels, sont fait colère en se disant: «On n'a pas besoin d'un impôt supplémentaire» et finalement, c'est pas vraiment un impôt, c'est un instrument et cet instrument, je parlais de la bonne administration des ressources, c'est ce qui fait que les entreprises européennes sont aussi performantes, en tout cas sur la gestion, de leur impact. Donc nous, on évolue beaucoup en Amérique latine et en Afrique, donc on parle beaucoup avec des sociétés, des industriels de tout type, hein, que ce soit, des agro-industriels, on est toujours en contact avec, Providencia et d'autres, plantes sucrières. On travaille beaucoup avec, Cemex, avec des sociétés de transport, et en fait, c'est très difficile pour eux de comprendre au début que, bah, finalement, c'est pas un coût, c'est un investissement. Donc dès que vous arrivez à changer ce chip, ça change beaucoup de choses. Ensuite, j'insiste, le crédit carbone, c'est pas une solution miracle, c'est une solution transitoire. Donc généralement, ce qu'on incite à faire, c'est, mesurer, voyons où est-ce qu'on peut réduire votre impact et puis ensuite faisons un plan pour aller jusqu'à net zéro et tout ce qui est au milieu, ça doit être couvert par les crédits carbone. Hem Après, on va plus loin, c'est-à-dire qu'on explique aux sociétés que plus que d'acheter juste un crédit carbone, c'est pas mal qu'ils soutiennent un projet qui va générer des crédits carbone, bien sûr, mais ça permet aussi de sensibiliser les équipes. Donc, imaginez, que, quand vous étiez, dans l'entreprise où vous travaillez, on vous a emmené au Vietnam, visiter, une plante gestion des déchets à partir de résidus de riz qui vous permettent ensuite d'avoir des foyers améliorés, qui améliorent la santé d'eux. C'est quelque chose qui vous marque à vie et c'est quelque chose qui vous sensibilise, même sur votre quotidien, sur comment est-ce que vous allez gérer même votre consommation et vous allez devenir un consommateur responsable. Donc il y a cette partie et je trouve que c'est intéressant parce que, il y a un côté vraiment culturel, au-delà. Donc ce qu'on recommande aux entreprises, c'est, de vraiment voir ça comme un investissement et également comme un élément fédérateur de culture. Puisque beaucoup d'entreprises, aujourd'hui ont leurs employés et votre génération notamment, vous voulez pas travailler pour n'importe quelle boîte et vous voulez pas travailler pour une boîte qui a pas vos valeurs et ça, c'est une opportunité formidable. Mmh. Là, vous parlez de la culture d'entreprise. Si, j'arrive plutôt sur la culture, des pays dans lesquels vous intervenez, comment est-ce que vous faites pour, vous adapter justement aux cultures locales, que ça soit en Colombie, en Afrique, pour communiquer et faire passer, les messages? Quelles sont les clés culturelles que vous avez trouvées, au cours du temps? Alors là encore, très compliqué, très, très compliqué, il y a un exemple assez, en passant, mais bon, quand j'ai commencé sur le Sul del Meta, heu,
une des premières choses que j'ai voulu imposer, hein, inspiré par, mon expérience à Cali, c'était de dire: «Voilà, chaque municipalité doit avoir un système de gouvernance, qui est un système de gouvernance équitatif, tant sur les genres qu'avec une représentation multigénérationnelle, parce que c'est un projet à 40 ans. Donc le comité, directoire, appelez-le ce que vous voulez, il faut que vous construisez là-dessus» et finalement, c'est quelque chose que j'ai réussi à c'est un message qui est bien passé et plus que tout, c'est les communautés qui ont vraiment bien adopté ça. Donc fort de ça, encore une fois, Voltaire en tête, je suis invité pour visiter un projet potentiel dans le Valle del Sibundoy, donc c'est une communauté qui est une communauté indigène, donc rien à voir et c'est une communauté indigène où le rôle de l'homme est très défini, le rôle de la femme est très défini, en fonction de votre âge, vous avez une voix, vous n'avez pas de voix et on commence à parler du projet. Donc je suis avec, les autorités spirituelles, qu'on appelle les taïtas, je suis avec les gouverneurs qui sont un peu les capitaines, les chefs et je leur propose la même chose. Bon, c'est très mal passé. Du coup, on n'a pas de projet dans le Valle del Sibundoy et je ne me parle plus avec ses amis éphémères. Donc ça aussi encore, dans la série, on et c'est ce que Adèle a probablement appris, à Dauphine, dans les premières années et donc ça fait partie des choses qu'on apprend, sur le tas et une des leçons de tout ça, c'est que, finalement, faut vraiment bien faire ses devoirs. Mmh. Donc pour nous aider, on travaille beaucoup avec des ONG dans tous les pays. C'est-à-dire qu'on ne va jamais dans un pays sans identifier une ONG qui peut nous accompagner et qui peut nous transmettre cette connaissance. Donc ça, c'est sur la partie sociale des projets. Ça ne nous aide pas du tout sur la partie politique parce qu'il ne faut pas demander aux ONG leur opinion politique. Euh, mais sur le terrain, ça nous aide. Ensuite, sur la partie politique, là aussi, c'est de trouver des bons partenaires locaux qui peuvent nous passer cette leçon. Et un grand exemple là-dessus, c'est que par exemple, l'ancienne administration mexicaine était essentiellement axée sur le social. Donc pour proposer des projets, il fallait passer sur ce filtre. L'ancienne administration colombienne était essentiellement axée sur l'environnement, hein. La Colombie, c'est quand même un pays qui s'est engagé à réduire leurs émissions à effet de serre de 51% d'ici à 2030. Grosse patate chaude pour les gouvernements qui succèdent, mais bel engagement. Heu, donc c'est aussi de savoir identifier quels sont finalement les critères prioritaires et adapter son offre, à ces différents paramètres. Le meilleur conseil qu'on vous ait donné dans votre carrière? On m'en a donné plusieurs, mais comme vous l'avez compris, je suis un peu lent, dans l'apprentissage, mais mais sur les conseils, il y en a plusieurs qui méritent d'être écoutés. Le premier, c'est que, il faut pas être pressé. Et en tant que, entrepreneur, blanchissant, un jeune entrepreneur, j'insiste, il faut pas être pressé, il faut prendre son temps. Je pense que ça, c'est très, très important et puis, on l'aura entendu beaucoup, mais je pense qu'il faut aussi être très attentif à ses intuitions. Heu, sur la prémisse qu'on n'est pas pressé. Les intuitions, quand vous êtes pressé, elles sont jamais bonnes. Mais si vous prenez le temps, l'intuition ensuite est vraiment très bonne et puis la troisième, c'est que, il faut pas céder. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ce qui fait Colcote aujourd'hui et Talcott, c'est qu'on a des principes et on est resté fidèle à nos principes malgré, des tentations qui durent encore aujourd'hui et qui sont terribles. Heu, mais si vous voulez, en tant qu'entrepreneur, être entrepreneur, c'est-à-dire laisser quelque chose, et je parlais d'ego, en déconnant un peu, mais c'est plus laisser une lumière qui soit lumineuse à la génération qui vient et à titre d'exemple, et donc il ne faut pas céder. Je crois que ça, ce sont vraiment les 3 meilleurs conseils que je peux vous donner. Merci beaucoup Mais Alexis. j'étais ravi, merci à vous Ça a été un plaisir, d'échanger, avec vous aujourd'hui. et je vous souhaite alors pour continuité du voyage formidable et puis surtout n'hésitez pas à me contacter, si on peut vous donner des adresses, bah, vous avez le Pérou, vous avez le Mexique, Exactement. Guatemala, donc ça va être très sympa. Je vous félicite. Merci à tous les 2.
C'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez apprécié cet échange. N'oubliez pas d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée ou de vous abonner à la chaîne YouTube pour soutenir ce podcast. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Au revoir.